Alors, je m'appelle Pauline. Alors, ici, on est entre Gambetta et Pelleport. Mais après, on va marcher plutôt vers la porte de Bagnolet. Donc, on est un peu dans ce triangle-là, qui n'a pas vraiment de nom. Enfin, chacun va parler un peu de l'arrêt de métro. Soit je suis métro Gambetta, soit je suis Pelleport, soit je suis porte de Bagnolet. Mais entre les arrêts de métro, il y a quand même des différents quartiers qui sont raccrochés les uns aux autres. Donc c'est un peu là qu'on va se balader ensemble. Et donc moi je suis journaliste indépendante et j'ai créé un média local qui s'appelle Mon Petit 20e, qui est sur tout l'arrondissement, donc beaucoup plus large que cette zone parce qu'il y a aussi Belleville, Ménilmontant, la place de la Réunion, qui sont des quartiers plus connus et avec peut-être une plus forte identité que celui que j'habite et dont on va un peu plus parler aujourd'hui peut-être. Alors, raconte-moi ton histoire avec ce quartier de Paris et qu'est-ce qui t'a emmené à y vivre et à le raconter à travers Mon Petit 20e. Alors là on est en face de l'arrêt de métro Pelleport. Tu vas voir qu'il est super beau parce qu'il y a des mosaïques en fait sous le porche qui font très art déco, art nouveau. Oui, je sais jamais la différence. Mais faut vraiment regarder il y a des petites vagues là, faut vraiment regarder il y a peu de gens qui lèvent les yeux mais c'est magnifique là, ce qui est petite mosaïque. Voilà, et donc... Et il y a Space Invader aussi pour ceux qui veulent les chasser. Tu le vois où là? Il est un peu plus haut, regarde. Il était là, mais j'ai pas imaginé un Space Invader. Il était là? Non mais il y a peut-être moyen, qu'il soit de l'autre côté ou... Il est là, regarde, il est au-dessus. Tu les chassais? Il est vert. Ah ouais, grave. Trop bien. Alors, moi je suis arrivée dans le 20e totalement par hasard. Le hasard d'une annonce immobilière à un moment où je cherchais un appart. Et avant ça, j'ai habité quelques années dans le 18e, donc à Marcadet-Poissonnier. Donc j'étais en coloc avec mon petit frère. On est originaire de Lyon, donc c'était un appartement qu'on se partageait pour nos études parce qu'on n'avait pas de famille à Paris. Donc on a pris une coloc ensemble. Et après, j'ai cherché à emménager avec mon amoureux cette fois. Et donc, on cherchait un peu à l'échelle de tout Paris. Et le hasard de l'immobilier et de l'immobilier peut-être moins cher aussi a fait que c'était moins cher dans le 20e. Et donc, on a eu des annonces, on va dire, plus alléchantes. Mais pour moi, ça me semblait vraiment le bout du monde, le 20e. Parce que c'est vrai que notre centre du monde, c'est un peu là où on habite. Et habitant le 18e et notre école de journalisme, elle était dans le 9e. Mon conjoint et moi, parce que les journalistes, on s'est rencontrés à l'école. Et je me souviens qu'on avait des copains qui habitaient à Ménilmontant, mais tout en haut de la rue de Ménilmontant. On descendait à Ménilmontant, on remontait toute la rue et ça me semblait le bout du monde. Du coup, de me dire que j'allais habiter encore plus à l'est, à une porte, parce qu'il y avait le côté porte de Bagnolet, ça me semblait un peu loin. Oui. Et puis on le verra tout à l'heure, je suis sortie du métro et là j'ai remonté 2 petites rues, on s'est retrouvés au fond d'une impasse vraiment champêtre avec des petits pavés. On s'est dit, bon, en fait, ça a l'air quand même sympa ici. Et voilà, depuis ça fait bientôt 15 ans et on n'en est pas reparti. Donc on n'habite plus la petite impasse champêtre parce qu'entre-temps on a eu une petite fille et ça devenait trop petit d'habiter un grand studio, même s'il était très sympa, très spacieux avec un étage un peu, c'était un mini loft on va dire. Il y avait 0 porte, donc pour une vie de famille c'était pas l'idéal. Donc on a trouvé un autre appart vraiment à 300 mètres à vol d'oiseau, donc on est resté dans le même quartier qu'on aime beaucoup. Et donc là tout de suite on est dans des rues plus calmes, notamment des rues qui ont été piétonnisées parce qu'il y a aussi des écoles. Donc la ville de Paris, j'ai pas envie de faire, je suis pas là pour faire la réclame de la ville de Paris, mais la ville de Paris a fait, parce que mon média est un média indépendant et il ne roule pas, parce que souvent on me dit c'est le média de la mairie du 20e et je suis là, non, il y a un journal municipal mais moi je fais autre chose. Et donc il y a quand même des rues qui auparavant étaient passantes, qui ont été piétonnisées comme là le début de la rue du Surmelin. Et on va pouvoir se rapprocher un peu de là où je suis arrivée dans le 20e la première fois et ce qui m'a donné envie de rester en fait. Quelle a été ta première impression du 20e après avoir vu cette impasse champêtre? Et du coup ça m'a semblé super bucolique, calme. Je me suis dit on a quitté Paris, on est arrivé à la campagne. Donc je sais pas, un côté un peu entre Paris et la banlieue, on est un peu en transition déjà. Dès que je vais dans le centre de Paris, Grand Boulevard ou dans des endroits très denses où il y a du monde, des touristes, je sens que c'est très dense. Et ici, même s'il y a quand même des immeubles hauts, c'est quand même très peuplé, mais je trouve que le rythme de vie est quand même plus ralenti et moins intense. Oui. Donc toi, ce sont les études qui t'ont amené à Paris, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Moi, je suis originaire de Lyon, donc j'ai fait le début de mes études à Lyon. J'ai fait un IEP, un institut d'études politiques. Et après, j'ai passé plusieurs concours d'école de journalisme et j'en ai eu une
qui s'appelle l'IPJ, qui dépend de Dauphine et qui est à Paris. Oui. Et qui était au départ dans le 9e avant maintenant d'être à Dauphine. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à Paris. Et c'est vrai qu'après, tout ce qui est boulot dans les médias, c'était plutôt ici. Donc je suis restée après mes études. Et puis les hasards de la vie ont aussi fait que j'ai rencontré mon amoureux qui était dans ma promo. Et donc vu que lui aussi est journaliste, c'était plus simple pour nous de rester vivre ici. Et alors, sur le débat Paris versus Lyon comme grande ville, un avis? Bah non, mais je défends ma ville de cœur. En fait, pendant très longtemps, c'était très bizarre parce que quand je rentrais à Lyon, je me sentais plus totalement lyonnaise parce que souvent on me disait t'as des adresses à me recommander. Et j'étais là, mais en fait, quand je viens à Lyon, je suis en famille et je suis plus du tout au courant des adresses. Entre ce qui a fermé et ouvert 15 ans plus tard, j'ai plus du tout la ref. Bref, je m'égare par rapport à la question. Mais pendant longtemps, je me suis sentie ni lyonnaise ni parisienne. J'avais un peu le cœur entre les deux villes. Je trouve que Lyon, c'est un peu une mini Paris. Ouais. Il y a un côté, ce fleuve aussi, les appartements haussmanniens. Après, il y a un côté... il y a un côté vallonné dans les deux villes avec des collines. Franchement, il y a des similitudes. Je trouve qu'on pourrait voir de nombreux points communs. Mais après, attention à toi. Ça, c'est très parisien. Ouais, c'est très parisien. Les petites caca. impasses trop mignonnes, mais les gens viennent promener leurs chiens. Et du coup, il y a des petites crottes de chiens. Et donc, pour revenir à Lyon et Paris, je trouve que Lyon... Lyon. Comment dire, on fait plus vite le tour aussi. C'est forcément plus petit, on peut faire plus de choses à pied. Ça a des avantages, mais c'est vrai que là, ici, à Paris, l'offre culturelle, théâtre, musée. Et moi, il y a des musées que j'ai encore jamais visités. C'est vrai qu'à Lyon, il y a 3-4 musées. Une fois qu'on les connaît, on a plus vite fait le tour. Voilà. Je te conseille la carte de musée de Paris à 50 € pareil. Là, je fais pas du tout de placement de produits, mais qui te donne accès à tous les musées parisiens. Je l'ai eu comme cadeau d'anniversaire et c'est vrai qu'elle est assez incroyable parce qu'en fait, tu peux rentrer dans tous les musées avec. Dans tous les musées parisiens qui appartiennent à la ville de Paris. Donc, par exemple, le musée de la mode, le musée Carnavalet, et ça te donne accès à la fois aux collections permanentes et aux temporaires. Et c'est assez incroyable. Je suis jamais allée au musée Carnavalet et il faut vraiment. Mais je me dis, je vais y rester des heures avec mon petit 20e à chercher des choses sur le 20e arrondissement. Mais tu en trouveras parce qu'en fait, là, l'année dernière, ils avaient fait une expo qui était assez incroyable, qui était sur le recensement des habitants de Paris. Ah, génial. Juste après la Première Guerre mondiale. Donc, tu vois, comme la démographie avait énormément changé. Et c'est vrai qu'ils les reclassaient un peu par arrondissement et on retrouvait la veine du 20e. Alors là, si je comprends bien, on a commencé là, là, on est passage Sperreur et on a commencé les petites impasses qui rappellent un peu le Paris d'autrefois. Donc, on a d'un côté des constructions encore petites, plus anciennes, mais de l'autre côté, on a aussi des constructions plus modernes et plus imposantes. Donc, en fait, c'est ça aussi le 20e, c'est un mélange de styles architectural où du coup d'une façade à l'autre on a des choses très différentes, très variées, moins d'uniformité que dans les quartiers haussmanniens. Je pense que ce sera l'épisode le plus calme que je tournerai. Il détrônera même le Père Lachaise. Et alors là, si je comprends bien, on va faire la chasse aux impasses comme dans Pokémon. On va essayer d'en attraper le grand max. On va essayer. Je vais pouvoir te montrer celle où j'ai habité en arrivant à Paris. Parce qu'on va être sur le petit chemin là. Ça va être sur notre chemin. Et après, on va arriver à la campagne à Paris, la fameuse. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a le quartier vraiment resserré de la campagne à Paris. Et là, on peut être dans les rues alentours. On pourrait dire dans la banlieue de la campagne à Paris, dans la grande campagne à Paris. Tu vois, il y a tout un monde dans le 20e en fait. Imaginer. C'est pas ton petit 20e, c'est un grand 20e carrément. Mais est-ce que tu peux nous parler des éléments historiques que tu as découverts sur le quartier et qui t'ont particulièrement marqué? Ici, je sais que c'était un quartier ouvrier où il y avait beaucoup de fabriques. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des maisons un peu plus imposantes qui étaient des maisons de contremaître. Oui. Donc, il y avait à la fois du logement ouvrier, des usines et à la fois des maisons plus de propriétaires aussi d'usines. Donc, quelque part, il y avait un peu une mixité qui s'opérait parce que tout le monde habitait à proximité de ces fabriques-là. Oui. Donc c'est ce que j'ai appris sur ce quartier. Après, sur la campagne à Paris, on le verra tout à l'heure, c'était vraiment des petites maisons ouvrières. Et du coup, c'était un projet inventé par je crois que c'était un prêtre derrière, et qui a vraiment créé un peu l'ancêtre du logement social. Sauf qu'aujourd'hui, ces petites maisons, elles valent de l'or, elles valent des millions. Et c'est plus du tout les ouvriers du départ qui habitent dans ces maisons. Et donc là, on est dans une autre petite impasse qui est celle où j'ai habité. Donc moi, tout au bout de la rue, là, il y a après l'arbre là-bas, il y a un petit immeuble. Et du coup, c'était le seul immeuble de la rue, de 2 étages, tout au bout. Et c'est mon adresse dans le 20e et c'est ce qui m'a fait un peu... Enfin, déjà, quand je suis arrivée dans cette impasse, j'ai craqué.
Et donc on est Villa Étienne Marais, c'est une petite impasse qui est dans la rue Étienne Marais, qu'on va poursuivre. Et aujourd'hui j'habite, si on pouvait prolonger derrière, en fait 200 mètres plus loin derrière, dans un grand immeuble années 70 qui a beaucoup moins de charme, mais je suis restée dans ce quartier. Voilà. Franchement, je comprends pourquoi tu as craqué, parce que même moi, j'ai envie de venir m'installer ici. Et petite pensée aux personnes qui sont en train de déménager. Ouais, ou de charger leur voiture pour partir. Mais oui, quelle tristesse de quitter un endroit pareil. Et dans les petites anecdotes, c'est rigolo parce que quand les gens se croisent dans l'impasse, ils se disent bonjour. Ah. Parce qu'ils se savent voisins et ça crée un peu une communauté. Et à partir du moment où on sort de l'impasse, qu'on arrive dans la rue, on arrête de dire bonjour à tout le monde. Parce que dans la rue à Paris, on dit pas bonjour à chaque personne qu'on croise. Mais il y avait un côté vide village où on est dans l'impasse, donc on dit bonjour aux gens. Ça, c'est trop drôle. Du coup, c'était rigolo, ouais. Mais est-ce que tu savais, mon anecdote préférée sur le 20e et que j'ai découvert complètement par hasard, quand j'habitais ici, j'adorais me balader aussi. Et en fait, il y a une impasse qui s'appelait, enfin qui existe encore, je sais pas si Impasse de l'avenir. Impasse du diable. Et il y a l'impasse de Dieu. La voie ou l'impasse du Dieu juste en face. Dieu, ouais. Le passage Dieu qui se... Exactement. Et ben il y a ça, et effectivement sur les impasses, il y a... Je me demande si c'est pas impasse Satan et passage Dieu. Oui, ou impasse c'est Dieu. Satan. C'est Satan et Dieu. Ouais. Et une autre anecdote où c'est un peu plus haut, plus vers Télégraphe, il y a une... alors est-ce que c'est une... Non, c'est une rue, parce que sinon ce serait pas drôle. Il y a une rue de l'avenir, mais c'est une impasse. Et typiquement ce genre d'anecdote comme ça fait chaque fois des petits posts, des petits articles rigolos. Oh. Après on fait pas que de l'anecdote parce que au bout d'un moment quand on les a racontés, il y en a plus de 36 000, mais on les fait sur mon petit 20e avec les photos des plaques, des rues et ça plaît aux gens. Et puis il y a toujours des nouveaux arrivants qui ont besoin de connaître un peu l'histoire du quartier. On a aussi une rue vers Gambetta qui est la rue la plus pentue de Paris, Voilà, tout ça, ça fait aussi partie, je sais pas, du folklore local, de connaître un peu. Et ce qui est très sympa, c'est que parfois, là c'est pas le cas, c'est plus vers Gambetta, il y a la rue du Japon et il y a la vague de... Comment il s'appelle ce japonais là très célèbre Kusai. Je saurais pas te dire. Et ben tu vois, sa vague très célèbre, elle est représentée en mosaïque au-dessus de la rue du Japon, un peu comme un Space Invader qui fait référence à la rue. Et donc je trouve ça rigolo quand il y a des petits éléments qui sont rajoutés au-dessus des noms des rues. Ouais, ça c'est vraiment très chouette. Et donc là, on va arriver un peu... la campagne à Paris, c'est en face là-bas. On va monter après sur la butte. Et donc on est sur la petite place en Contredas. Où il y a une librairie, un café, une boulangerie. Pour moi, ça fait vraiment... Il manque l'église. L'église, elle est un peu plus haut là-bas. Oui, et elle est incroyable parce qu'en fait, elle est au beau milieu de nulle part, l'église. Exactement. Et là, ça fait vraiment la petite place du village. Parfois, de temps en temps, il y a des événements. La librairie fait un petit salon du livre en septembre où il y a des auteurs qui viennent signer. Oh, Donc, ouais, elle est très mignonne. j'adore le back to school. Oh. J'aime trop cette librairie. Ouais, elle est chouette. Ouais. Du coup, on peut même prendre un café, se poser. Et puis, il y a un café en face qui lui répond un peu. Country bar. Avec le vieux comptoir. Voilà, c'est un café vraiment dans son jus. Avec le country, avec son propriétaire qui a un certain âge et le bar aussi qui a un certain âge. C'est vrai qu'il fait un peu vieillot. Mais tu vas voir le comptoir du bar, ouais, ça fait vraiment l'impression d'être dans les années, je sais pas, 60 là. Mais il est fan de country, le propriétaire du bar? Je sais pas. Je le vois pas là. Il va tricoter au Oh, garage. wow, Ouais, il est sympa le... Ah oui? Ouais, Ça incroyable. fait vraiment authentique. Non, mais je crois que Et c'est... donc là, on est sur une petite place avec les fontaines Wallace. Est-ce qu'elle marche? Je sais pas, elle a l'air pleine. Ce serait dommage de pas marcher juste Donc après là, on avec est le- lundi, donc c'est fermé, mais normalement, il y a une boulangerie. Là-bas, il y a une petite... En gris, là-bas, c'est une petite épicerie. Ouais. Donc normalement, c'est un peu plus... Donc là, c'est un lundi du mois de juillet, donc c'est un Ouais. peu plus calme. Et là, après, on va arriver sur la campagne à Paris avec une volée d'escalier qui va nous faire pénétrer dans ce petit quartier vraiment à part. Et en fait, j'adore parce que les escaliers sont cachés par une multitude d'arbres, comme si c'était un passage secret. Il y a aussi des petits Space Invaders là. Et même cette rue là en parallèle, elle est trop belle aussi. Elle est vraiment magnifique. Mais tu vois, c'est l'un des quartiers parisiens où j'ai envie de faire la sociologie des gens qui habitent. Ah. Qui êtes-vous? Quels sont vos réseaux? Bah, il y en a un qui est très connu, ça tu le sais ou pas? Non. Il y a un ancien président de la République, François Hollande, qui habite ce quartier. Qui a Non, une je ne maison savais ici. pas du Ouais. tout. Je ne savais pas du tout. Avec Julie Gaillet? Ouais, exactement. Ok. Et du Incroyable. coup, quand ils font une fête des voisins,
et ben les voisins les croisent et puis ils sont au marché le week-end. On peut les croiser dans le quartier. Et lui, il a un chien, François Hollande, qu'il avait eu à l'Élysée. Alors, je sais plus comment il s'appelle, un labrador blanc. Et il le promène dans la campagne à Paris. Alors là, je sais pas s'il est en vacances. Mais sans tout dévoiler aux auditeurs, je pourrais te montrer sa maison. Souvent, en fait, on la reconnaît parce qu'il y a une voiture de garde du corps. De garde du corps qui est garée devant. Et donc, tu verras, dans le Canard enchaîné, il y avait eu des voisins qui s'étaient plaints que la voiture elle faisait trop de bruit. Parce que souvent, pour avoir la clim, ils la laissaient allumer. Du coup, soi-disant, ça faisait un bruit de voiture tout le temps allumée. Et après, il y a d'autres gens qui ont répondu « Mais non, mais c'est une voiture électrique, du coup, elle fait pas de bruit. » Enfin, voilà. Alors, je veux dire, c'est que c'est pas un secret qu'il habite ici. Voilà. Je t'avoue que quand tu m'as parlé de quelqu'un de connu qui habite dans le quartier, la personne en moi qui a regardé trop de documentaires sur les sectes a pensé à la famille. Ah, c'est un peu plus au sud du 20e, mais même si on croise certains patronymes ici, j'ai l'impression que c'est plus vers Place de la Réunion, Nation, Avron. Ouais. Mais ouais. Ouais. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport parce que je suis toute essoufflée après autant d'escaliers. Mais c'est trop là, beau. on est dans ces petits pavillons en pierre meulière avec de la végétation. Alors devant, il y a un petit extérieur mais qui est pas très grand. Mais il faut savoir qu'en fait, souvent, les petits jardins terrestres sont plutôt de l'autre côté, à l'abri des regards. Et donc, c'est un lieu de balade. Alors, je pense que ça n'a pas pris les proportions que d'autres rues à Paris, comme la rue Crémieux, là, qui avec ses couleurs, qui est carrément interdit pour les tournages d'influenceurs, parce que les gens prenaient pas ça, les gens, ça devait les rendre dingues d'avoir des clips qui étaient tournés devant chez eux toute la journée. Donc on n'en est pas à ce niveau-là, mais de temps en temps, parfois, je vois des nanas qui se font un peu shooter avec des jolis murs derrière, de maisons. Là, on vient de croiser un shooting photo. Ah oui, c'est vrai. Juste dans la rue derrière, il y avait un monsieur qui était en train d'être pris en photo par sa copine. Ah bah voilà. Et là, on vient de croiser 3 touristes américaines. Donc, voilà. Ouais. Et là, il y a Princesse Anna. En même temps, voilà, il y a des enfants dont c'est l'environnement et qui ont la chance de vivre ici. Ça doit être assez incroyable de vivre ici. Il paraît en tout cas que les enfants jouent dans les rues, vont d'une maison à l'autre. Oh, elles sont trop mignonnes. Oui, c'est Anna et Elsa. Trois Anna et Elsa. Oh, elle est triste, Elsa. Ouais. Trop choutasse. Ouais, j'espère qu'elle va nous ramener un peu de neige avec cette chaleur. Mais tu sais que j'ai une passion pour ce quartier depuis que je l'ai quitté, c'est de toujours aller sur belledemeurdefrance.fr et de regarder les belles maisons qui sont vendues. Là, t'as vu un panneau. Ah bah là, il y en a une qui est en travaux. Mais de temps en temps, tu vois un panneau à vendre. Oui. Et je sais, c'est marrant, j'avais fait un article sur mon petit 20e dessus, que elles font rêver, elles sont chères, mais que c'est pas si facile pour les agents de les vendre. Oui. Parce que en fait, elles ont pas, c'est maximum 50 mètres carrés par étage. Du coup, pour des gens qui ont vraiment les moyens, ça reste des petites pièces pour eux, même si pour nous 50 mètres carrés ça paraît énorme à Paris. Et il faut aussi, voilà, les gens me disaient que, donc c'est là la voiture des... Ok. face à la jolie maison. Elle est vraiment trop mignonne. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que quand tu m'as dit qu'il habitait ici, c'est vrai que je me suis dit que les proportions pouvaient être un peu très petites en fait pour quelqu'un qui a habitué aux grands appartements parisiens. Et du coup, ils peuvent les refaire. Et je sais qu'il y avait des fissures qu'elle a été refaite. Celle-ci, elle n'est pas mitoyenne, donc elle est un peu plus grande. Mais celles qui sont vraiment enchâssées comme ça, elles ne peuvent pas non plus être... Il y a eu tout en débat, j'ai aussi fait un article là-dessus sur certains qui essayent de jouer sur la hauteur pour les surélever. Mais ils n'ont pas le droit de passer à un certain niveau. Donc, par exemple, ils peuvent jouer un peu en aménageant les combles, mais ils peuvent pas après aller plus haut que... Donc là, eux, par exemple, ils ont sûrement rajouté un étage dans les combles qui était à la base, le toit. Mais il doit faire tellement chaud là-haut. Ouais. Et c'est quoi l'histoire de cette famille, de cette résidence? Elle a l'air magnifique et grande, mais elle est abandonnée. En tout cas, elle est dans une autre couleur. Elle n'est pas du tout dans le même style que les autres. Ouais. C'est juste qu'elle n'est pas mitoyenne comme les autres. Elle est un peu toute... Elle a plus d'espace autour, on va dire, alors que les autres, elles sont à peu près mitoyennes. Non, je connais pas. Celle-ci, elle est très rigolote parce qu'elle a limite le bois. Il y a une crèche comme ça à Père-Lachaise qui est comme ça. C'est un style un peu, ça a un nom, alors que je n'ai pas là. Mais ça imite un peu du bois, là, sur la façade. Je pense qu'il y a Anna et Elsa qui veulent intervenir dans le podcast aussi. Trop mignonnes, elles se font des câlins. Elles sont vraiment trop choues. Elles ont quoi, genre 3 et 4 ans. Ouais. Trop
Mais pour les puristes d'entre nous, c'est la petite qui devrait porter Anna et la grande qui devrait porter Elsa, non? Ouais, j'avoue. Et donc là, on peut finir le tour si tu veux. Merci. Et je sais plus ce qu'on se disait. Peut-être qu'elles vont partir ou elles vont jouer. Je sais plus ce qu'on disait. Alors attends, on parlait des maisons. Alors, on parlait des maisons, tu disais qu'il y avait une crèche. Ouais, et non, là je te parlais du revêtement de qui était rigolote. Et non, je te disais que c'était pas forcément évident, me disaient certains acheteurs immobiliers, de les vendre parce qu'il fallait déjà des gens qui ont un gros budget et des gens qui ont un budget, je sais pas, d'1,5 million. Il faut aussi qu'ils aient envie d'habiter Porte de Bagnolet. Et pour des gens très riches, c'est pas forcément un quartier qui fait rêver. Ouais. Et alors, c'est lui le fondateur de la campagne à Paris, Jean-Louis Orange. La plaque, elle est assez récente parce que la campagne à Paris a fêté ses 100 ans là. Mais est-ce que c'est possible? Parce que lui, pourtant, il est mort avant. Ça doit être plus que ses 100 ans. Ça doit être ses 120 ans, je pense. Ok. C'est incroyable qu'il ait habité lui-même dans le quartier qu'il ait fondé. C'est plutôt rare. Après, il construisait assez vite, j'ai l'impression, à l'époque. C'était plus rapide qu'aujourd'hui. Oui, parce que tu avais moins de réglementation, je pense. Ouais. C'était ce qui faisait que tu pouvais construire rapidement. Donc voilà, en gros, ce petit quartier bucolique. Et celle-ci, elle est rigolote. C'est une rue Georges Perec. Du coup, la rue Georges Perec, c'est l'auteur, l'écrivain Georges Perec, qui a vécu dans le 20e, plutôt côté Belleville. Ouais. Et c'est quand même un grand auteur français, assez connu. Et en fait, la rue est vraiment toute petite, parce qu'en fait, c'est un escalier. On descend. Et après, on tombe déjà dans une autre rue. Et je pense que là, le 13, c'est même pas dans cette rue. Et donc, des gens déploraient qu'un écrivain d'une aussi grande stature ait une rue aussi petite. Et que, en gros, les amoureux et les défenseurs de Georges Perec trouvent qu'elle n'est pas au niveau de l'auteur. Parce que c'est vraiment une toute petite rue de la campagne à Paris où, potentiellement, il y a une maison dedans. Donc, voilà, ça c'était la petite anecdote. Et il disait qu'il lui fallait une avenue à ce nom-là, une avenue Georges Perec et pas une toute petite ruelle. Après, j'imagine au flot assez incroyable que ça doit être de dire j'habite rue Georges Perec, je suis la seule maison de la rue. Ouais. Il n'y a pas de numéro, il n'y a que moi. Carrément. Là, il y a des rosées de hortensia magnifiques. Oui. Et on entend des enfants derrière les portes des maisons. Des petites poussettes où ils jouent. Non, mais ouais, on voit la vie. En fait, on devine la vie parisienne, on la voit plus du tout. Il y a encore une couronne de Noël. J'adore la couleur jaune de la porte. Ça fait une vibe très new-yorkaise qui déconne totalement avec ici. Ouais. Mais comme quoi, il y a des petites libertés qui peuvent être prises. Alors, il y a un autre quartier qu'on considère comme étant un peu très bucolique, pittoresque et assez mignon. Si on te proposait demain une maison assez incroyable à la Moussaïa versus une maison assez incroyable ici dans la campagne à Paris. Et tu dois choisir laquelle tu choisis. Est-ce que je peux dire Joker et je peux dire j'aime beaucoup la butte aux cailles aussi. Oh mais t'en demandes trop la Pauline. Je vais pas faire la difficile, je prends là où on me donne. Genre, l'un ou l'autre, franchement. Là t'as le choix entre les trois. Laquelle tu choisis? Forcément, sinon je pourrais plus faire mon petit 20e. Et en plus, dans le 19e, du coup, il y a les pépites du 19e. C'est un média sur le 19e. Oui. Et c'est une amie qui le tient et qui habite à côté de la Moussaïa. Un peu comme moi. Moi, j'habite à côté de la campagne à Paris, mais pas dedans. Souvent, je précise aux gens, j'aimerais bien habiter dans la campagne à Paris, mais j'habite à côté. Et donc, si je veux pouvoir garder mon média, je choisirais évidemment la campagne à Paris. Est-ce que tu penses que ça changerait quelque chose pour les habitants du 20e si tu quittais le 20e? Parce que tu es devenue une sorte tu es une célébrité locale du 20e. Ouais, après les gens, vu que je me mets pas en avant et que je mets pas mon visage, que je suis pas une influenceuse, les gens me reconnaissent pas dans la rue, etc. Donc, et puis il n'y a pas ce côté star, ce côté personnalisation ou identification. Ouais. Mais après, si c'était pour vivre vraiment dans un quartier limitrophe, pourquoi pas? On peut finir place Édith si ça te va. Oui. Et non, mais si je vivais vraiment à proximité du 20e, à Bagnolet, ou dans un arrondissement limitrophe, ou en banlieue proche, et que je continuais à venir faire mes reportages, ça me choquerait pas. Mais demain, je pars vivre dans une autre ville en France, il serait quand même très bizarre de garder ce média, voilà. Parce que j'estime que la proximité, c'est aussi ce qui fait
Ce qui permet aussi de faire le média et d'être dispo, de voir des choses quand je me balade dans la rue. Après, potentiellement, vu que ce café c'est celui dans lequel j'habite, il peut être potentiellement surreprésenté dans mes posts, dans mes publications parfois. Et il faut que je me force un peu à aller à Belleville, à mener mon temps, à aller place de la Réunion, à y passer du temps. Parce que ici c'est là où je fais mes cours, c'est là où j'emmène ma fille à l'école, donc forcément je m'y balade beaucoup plus. S'il y a des commerces qui changent, j'observe beaucoup plus, alors que parfois il m'arrive de passer quelques semaines sans passer rue de Belleville, et là j'arrive et je me dis mais il y a tout qui a changé, ou je connais moins bien, donc je sais pas trop, est-ce que ce commerce-là il existait déjà? Enfin après le 20e c'est 200 000 habitants, donc souvent quand les gens me disent ah c'est dans le 20e tu dois connaître, en mode bah non en fait. Souvent je dis c'est une ville comme je crois comme Reims ou comme Saint-Étienne, non comme Reims ou comme Saint-Étienne. Comme Reims je pense. Comme Reims. Et donc en fait je peux pas tout connaître, voilà. Ouais. Il faut avoir un niveau d'humilité aussi. Mais je peux pas tester tous les restos, je connais pas tous les commerçants. Mais est-ce que tu penses que le fait d'avoir le 20e comme ton terrain de jeu, c'est un peu ton bureau en fait, le 20e maintenant? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu es toujours... Est-ce que tu ressens toujours ce côté curieuse quand tu te balades dans les rues, ou est-ce qu'il y a une forme de pression à te dire qu'il y a des trucs que tu n'as pas encore remarqué par exemple? Ou est-ce que c'est les deux mon capitaine? C'est les deux mon capitaine. Non, j'essaie de pas mettre de pression, mais c'est vrai que parfois, quand il y a des trucs ou des expos, j'ai pas le temps de faire ou j'y vais pas. C'est vrai que quand je fais une impasse sur un truc, c'est pas que je culpabilise, mais je me dis en fait c'est mon devoir en habitant dans le truc, je devrais quand même un peu tout faire ou aller à tous les trucs. Mais je peux pas aller à tous les événements. En fait, je pars du principe qu'on pourrait être plusieurs en fait à couvrir ce territoire et qu'il y a un moment où l'exhaustivité je l'aurais pas. Donc il y a forcément une subjectivité dans les sujets traités et en fait les journées font pas 36 heures et je peux pas passer toute ma vie à bosser. Ma vie perso est aussi importante. Donc j'essaye moi aussi de me mettre un peu des limites. Et puis il y a aussi ce côté réseaux sociaux où on doit être connecté, répondre aux MP des gens, aux commentaires, et ça c'est aussi ça prend du temps, Et donc c'est pas mal aussi ce côté retour au terrain. Et puis il y a aussi quelque chose qui change aussi beaucoup la donne, là on se balade, mais c'est vrai que j'ai un vélo électrique, la Véligo, que j'ai pris depuis quelques mois, qui me fait gagner beaucoup de temps. Parce que parfois, j'ai besoin d'aller à un reportage à l'autre bout du 20e, et à pied, c'est 25 minutes. Et en vélo, ça va être 7 minutes. Donc on va dire que ça peut me faire gagner parfois 1 heure sur la journée de faire le trajet en vélo plutôt qu'à pied. Mais tu passes très vite dans les rues, tu es concentré sur ta route, et du coup, tu flânes pas. Tu n'as pas forcément le temps de voir les commerces. Et donc, c'est un autre rapport à la balade. Enfin, c'est plus la même balade. Et du coup, c'est un autre rapport. Et donc, peut-être que ça manque un peu ce côté déambulation balade, parce que je suis un peu à l'efficacité en allant avec mon vélo, en allant vite. Et en voulant gagner du temps. Donc voilà. Ah oui, purée. En fait, je suis pas revenue dans ce quartier depuis très très longtemps, depuis que je l'ai quitté donc. Et là, je vois qu'il y a un Crédit Mutuel. Dans mes souvenirs, il n'était pas là. Et là-bas, tout au fond, il y avait un Nicolas. Donc, il est là dans le coin. Ah, je l'ai retrouvé. Oui. Et la statue d'Édith Piaf que je cherchais était cachée. Avec le baril de Piaf. Oui. Là, il y a le marché qui a eu lieu. Non, attends, il a lieu le jeudi et le samedi. Donc, il n'y a pas le marché. Mais la place, elle a changé ou pas? Non, pas trop. Pas trop, ouais. Alors, mon repère, c'était le Nicolas que je viens de trouver. On va aller voir là-bas. Et le Crédit Mutuel, ça ne me disait pas grand-chose. Elle est bien jamais ici, quoi. Et du coup, là, on va retrouver du bruit en tournant vers la porte de Bagnolet. Un peu. Mais il est là, le Nicolas. Oui. Le propriétaire, enfin, le monsieur qui tenait était très, 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 très sympa. Et ben là, c'est encore quelqu'un de très, très sympa. Peut-être que c'est le même. Mais alors, s'il est là depuis 2020, je me souviens qu'il me lançait toujours des compliments sur mes outfits. Tu vois, c'était mon feel-good moment de la journée. C'est mignon. Non, dans mon souvenir, il est très gentil, le monsieur. Oui. Pas jeune ni vieux, entre deux. Exactement. Et, très sympa. Ouais. À quoi ressemblait le confinement dans ce quartier? Est-ce qu'il y avait une différence avec les autres quartiers de Paris? C'est vrai que vu que j'ai été confinée ici et pas ailleurs, je me rends pas compte. C'est difficile pour moi de répondre à cette question. Alors moi j'ai été confinée ici et je t'avoue que c'est pendant le confinement que j'ai découvert l'existence de la campagne à Paris. Parce que je ne connaissais de Paris que Porte de Bagnolet, du 20e pardon. Et ce que je faisais, c'est que comme je pouvais pousser jusqu'à mes 5 km, donc j'ai arpenté toutes les impasses, toutes les jolies rues de la campagne à Paris. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, le 20e, il est assez incroyable comme arrondissement. En fait, je pense que c'est quelque chose que les Parisiens, de manière générale, et même hors du 20e, ont beaucoup fait.
de profiter de leurs kilomètres. Alors là, il y a des travaux, donc désolé le bruit. Mais j'ai l'impression que les gens ont redécouvert leur quartier parce qu'ils pouvaient pas forcément, parce qu'ils avaient du temps, qu'il y avait ce périmètre-là et que parfois ils pouvaient un peu griller et un peu dépasser le périmètre. Ouais. Et qu'en fait, ils allaient plus au travail, tout ça, donc ils étaient beaucoup chez eux, en fait, les gens. Et moi aussi, en fait, j'ai beaucoup découvert le 20e à partir de ce moment-là. Parce qu'avant le confinement, je travaillais, avant de monter mon petit 20e, je travaillais à Montrouge, donc à l'autre bout de Paris, et j'avais vraiment des potes dans d'autres arrondissements. Donc je disais souvent que avant je dormais dans le 20e, c'était ma maison, mais j'y vivais pas forcément, parce que j'allais à Montrouge tous les jours, du coup je passais mes journées à Montrouge la semaine. Et le week-end, en fait, je retrouvais des copains dans d'autres coins de Paris, à mi-chemin de chez eux ou de chez moi, donc j'avais pas vraiment investi mon quartier. Et c'est vrai qu'avec le confinement, j'y ai passé plus de temps. Et après, c'est sûr que l'arrivée aussi d'un enfant fait que, même si ça va pas faire plaisir aux parents ou aux futurs parents, il faut le dire, ça te sédentarise quand même un peu. Ça veut dire que quand tes potes te disent « Ah, on a un brunch dans le 17e et que c'est à 1 heure de chez toi en transport », bah, si tu as le choix, en fait, tu vas aller bruncher dans ton quartier. Ouais. Et tu vas moins te faire des missions 1 heure en métro avec ton gamin. Ouais. Et donc, je pense que les gens aussi, au moment de l'arrivée d'un enfant, mais après, je pense que c'est même... Le confinement a aussi donné envie aussi aux gens de ralentir, d'arrêter de faire 1 heure de transport dans le vent. Ils ont plus télétravaillé. Il y a un côté un peu slow life aussi, en dehors de la parentalité. Hein. Je pense que la parentalité, ça te force un peu malgré toi à ralentir. Mais c'est aussi bien de faire ce choix-là sans que ce soit les enfants qui nous l'imposent. Mais parce qu'il y a aussi plein de gens qui se disent mais pourquoi courir à l'autre bout de Paris alors qu'à 30 minutes à pied de chez moi, il y a tout un monde que je connais pas. Oui. Et plein de restos que j'ai jamais testés, des musées, des événements qui sont organisés. C'est vrai qu'il y a une telle offre à Paris qu'il y a beaucoup de concurrence en fait entre les lieux. Ouais. Toi qui es parisienne depuis bientôt un moment, je voulais savoir quel était ton petit plaisir parisien. Alors ça va faire super cliché comme ça. Mais mon petit plaisir parisien, c'est de jouer la touriste à Paris. Et c'est vrai que c'est quand on reçoit de la famille qu'on va faire les bateaux-mouches. Là, dernièrement, j'ai fait les bateaux-mouches en sortie scolaire avec ma fille. Et du coup, d'être là avec une classe, à voir la Tour Eiffel, à jouer les gros touristes, en fait, mais ça me met de la magie. Parce que moi, il se passe parfois plusieurs semaines sans que je vois la Tour Eiffel, parce que je reste dans mon 20e. Et de repasser dans ce Paris un peu... certes muséifié avec la Seine, la Tour Eiffel, vraiment le cœur vibrant de Paris, en fait chaque fois ça me met des étoiles dans les yeux et je me dis en fait certes je vis dans le 20e, je kiffe le 20e, mais en fait il n'y a pas que le 20e, il y a tout le reste de la ville qui est incroyable. Ouais. Mais tu sais que je ne suis jamais allée dans ce parc gigantesque. Mais c'est ça mon regret en fait depuis que j'ai quitté le 20e, c'est que je me rends compte que j'en ai pas assez profité. Bah ouais, mais bon, on pourrait dire ça. Moi, mais après, t'as une nostalgie ou pas? Beaucoup. Moi, j'ai énormément. Quand je retourne dans le 18e, là où j'ai habité, je me fais les mêmes. Enfin, ça m'émeut et je me dis pareil, en fait, que. Mais je pense que la nostalgie, c'est vraiment avoir été heureux dans des endroits et ce souvenir-là du temps qui passe, c'est super émouvant. Ouais. Mais c'est. Waouh, là, on est rentré dans une réflexion philosophique. Oh, j'ai failli faire tomber un poteau du vin. Je suis là pour créer les sentiments. Là, on est sur la porte de Bagnolet, qui est reconnaissable avec une sorte de grand lampadaire rose. C'est une œuvre d'art d'un artiste américain. On pourra retrouver son nom sur internet. Mais je crois que ça s'appelle Lamping, je sais pas trop quoi. Pink Lamping ou... Pink Lamping? Ouais, je crois. À ne pas confondre avec le glamping. Ouais. Et donc, c'est un peu quand je reviens à Paris de l'extérieur, c'est un peu la porte d'entrée à Paris, c'est ce grand lampadaire rose. Alors, moi, je dois t'avouer que, honteusement, Pauline, quand j'habitais dans le quartier, mon repère quand je revenais, c'était le McDo. Ah ouais. Le McDo de Porte de Bagnolet. C'est pas au loin les tours là, les tours mercuriales? Non. Tours, là, les Twin Towers, les gens les appellent les Twin Towers. Ils les appellent nos Twin Towers à nous en fait. Elles sont juste là derrière. Incroyable. Et en fait, alors il y a une anecdote sur ça. Là, on est côté Bagnolet. Ouais. Mais vraiment au niveau du périph'. On reconnaît avec le klaxon. Ouais. Il n'y a que 2 tours, mais au départ, en fait, ça devait être un nouveau quartier style La Défense, un quartier d'affaires, qui devait être construit à l'est de Paris et faire le pendant de La Défense. C'était dans les années 70, et après, il y a eu une crise économique dans les années 70 qui a fait que
Finalement, non. Donc il n'y a que 2 tours toutes seules. Mais ça devait en fait être un peu le quartier de la Défense de l'Est en fait. Ok. 2 tours orphelines. 2 tours orphelines. Et là, elles sont en totale rénovation à l'intérieur. Et je crois qu'il va y avoir un hôtel, des résidences étudiantes, etc. Et c'est pas les plus magnifiques tours, mais il y a des gars, des gens qui les adorent, notamment un architecte qui leur a consacré, un photographe je crois, qui a fait tout un livre de photos sur les Mercuriales et qui est trop fan. Et c'est vrai que parfois quand il y a des couchers de soleil, tout ça, le fait qu'elles soient en miroir, ça fait refléter des couleurs de dingue et il y a des clichés qui les rendent quand même jolis, esthétiquement qui sont très beaux, alors que quand tu les vois comme ça, bon c'est des tours quoi. Ouais, et il y a un truc bizarre qui se passe quand même parce qu'avec les antennes qui sont au-dessus, il y a trop d'identités qui sont en train de se fighter là. Mais et du coup, on connaît pour ton petit plaisir parisien, mais quel est ton petit plaisir dans le 20e que tu trouves nulle part ailleurs? Ouh là là, on va essayer de se trouver un banc. Ça va. Je me trouve faut juste que tu me laisses 2 minutes de réflexion. Il y a des bancs à l'ombre et tout. Ouais. J'espère juste que c'est pas là où les gars vont pisser, parce que lui, il est pas en train de se déboutonner. On est vraiment en train d'assister à ça. Oui. Je pense qu'il faudrait mieux qu'on esquive. T'as ça dans le podcast. On est à Square Séverine où les mecs sont en train de pisser. Et je t'emmène là pour te montrer ce quartier. C'est magnifique. La faune et la flore du quartier. Ce n'est pas mon moment, mon moment pépite. Ça, c'est pas une pépite du 20e. On va trouver un autre banc. Attends, faut voir si cette réponse elle empiète pas. Moi, j'aime beaucoup me balader au Père-Lachaise. Ouais. Quelles que soient les saisons, mais ça va peut-être un peu empiéter. Pas du tout, mais tu sais, tu as le droit d'aimer un endroit que j'ai déjà non. aimé. Et après, non, parce que aussi l'endroit vraiment canon que j'adore, c'est le Belvédère de Belleville. Ouais. Je sais pas si tu vois, avec une vue sur la Tour Eiffel. Oui. Et genre prendre un petit café là et avoir un peu la ville en contrebas. Ouais. Au-dessus du parc, c'est un lieu que je trouve quand même simple. Enfin, quand j'y suis, je me dis waouh quoi. Alors, est-ce qu'on a un banc sans Alors, il y en a caca d'oiseau? Il y en a un là, enfin cette partie-là du banc. Et on va s'asseoir juste pour terminer, parce que je voulais te demander, avec cette vue assez imprenable où le monsieur a eu le temps de pisser, ce que tu dirais à la Pauline qui était venue à Paris avec son regard d'aujourd'hui. Ouais, c'est pas évident. Alors, je vais prendre 2 secondes pour réfléchir. Je vais rajouter une musique d'ambiance que je vais faire quand même. Que les hasards de la vie m'ont quand même mené au bon endroit. En fait, il n'y a pas de hasard. Et je vais ajouter un truc aussi qui fait que je me sens aussi bien dans ce quartier et j'en ai pas encore parlé. C'est du fait que j'ai un de mes frères, celui avec qui j'habitais dans le 18e. Le hasard de la vie a fait qu'il habite l'immeuble derrière chez moi. En fait, on habite dans la même copropriété. Avec sa chérie et leurs 2 petits. Du coup, il a 2 petits garçons qui sont vraiment petits. Et donc, le fait d'avoir une partie de ma famille qui est là aussi dans le quartier, en fait, j'ai trouvé ça fou qu'ils trouvent un appart vraiment. Et en fait, on vit au quotidien pas mal ensemble, où on s'aide pour les enfants. Le week-end, on va prendre un poulet au marché, on improvise un déj. Enfin, il y a un côté un peu vie de famille dans ce quartier, d'avoir réussi en fait à ramener mon frère un peu dans ma vie dans le 20e. Ça fait que ça ajoute une saveur en fait à ce quartier. Et on était lyonnais avant, et là voir qu'on est parisien, et surtout qu'on a eu des enfants qui eux sont maintenant parisiens, qui sont nés à Paris, ça crée une nouvelle identité aussi à la famille quoi, de manière générale. Donc je sais pas si c'est très organisé, mais ça l'est totalement. Et c'est très touchant de voir que vous êtes redevenus coloc en fait. Ouais, exactement. C'est souvent ce que je dis. C'est un peu la coloc. Bon, on est quand même chacun chez soi, ce serait quand même chelou. Ouais. Mais au quotidien, c'est aussi une partie qui fait que je me sens bien dans ce quartier, d'avoir la famille à côté quoi. Je vais me permettre de faire une blague. Ouais. Ce serait pas chelou, vous ferez juste un remake de La Famille, comme on est dans le 20e. Grave. Mon Dieu. Grave. Et du coup, on cherche d'autres personnes pour rejoindre notre secte. Ça s'appelle Mon Petit 20e. Il y a beaucoup de followers, donc on va pouvoir... Meilleur placement publicitaire que j'ai jamais vu de ma vie. On commence à avoir des fake news dans Mon Petit 20e, c'est la famille, etc.